Amis de l'algèbre linéaire, bonjour ou peut-être bonsoir. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de parler du problème du changement de base que j'avais esquissé en introduisant la notion d'espace vectoriel. J'avais alors affirmé qu'un vecteur, si on veut vraiment le voir comme un n-uplet x1, xn, c'est-à-dire en coordonnées et qu'on est sérieux, les deux ne sont pas incompatibles, contrairement à ce que certains collègues trop dogmatiques ont parfois tendance à penser, il faut dire que ce n'est pas un n-uplet, mais des n-uplets, un pour chaque repère. On dit maintenant base, avec des règles de transformation précises quand on passe d'une base à l'autre. En fait, c'est un sujet complètement crucial du point de vue des applications ou du point de vue théorique. Nous allons maintenant expliciter ces règles de passage d'une base à l'autre. On se place donc dans un espace vectoriel de dimension finie et on considère deux bases différentes, B et B', et un vecteur x de E. La question, que je motiverai en temps utile, est la suivante. Connaissant B, B' et les coordonnées de x dans la base B, quelles sont ces coordonnées dans la base B'? Il faut d'abord préciser comment est spécifiée la base B'. C'est très simple. On connaît les coordonnées des vecteurs de B', la nouvelle base, dans l'ancienne base B. On peut alors écrire le vecteur x comme combinaison linéaire des vecteurs de B. Les coefficients sont ses coordonnées, mais x est aussi combinaison linéaire des vecteurs de B'. Les coefficients sont les coordonnées dans la base B'. Dans cette dernière combinaison linéaire, on peut remplacer chaque vecteur de B' par une combinaison linéaire des vecteurs de B, puisqu'on connaît ses coordonnées. Ensuite, on change l'ordre de sommation pour obtenir une nouvelle combinaison linéaire des vecteurs de B. On peut aussi écrire ça en remplaçant le signe de sommation par 3 petits points, ou 2 petits points si on n'a pas la place. Ça donne cette série d'égalités. Ah, mais alors, dites donc, on peut écrire ça sous forme matricielle. Car la somme des AIJ X''J, c'est un des coefficients du produit de la matrice AIJ par la colonne des X''J. Conclusion. Si on appelle M indice B, B', la matrice dont les colonnes sont les coordonnées des vecteurs de B' dans la base B, alors la colonne des coordonnées de X dans la base B est le produit de M, B', B' par la colonne des coordonnées de X dans la base B'. Le hic, c'est que c'est l'inverse qu'on veut. On veut les coordonnées dans la base B' en fonction des autres. Il faut donc diviser par M, B', cette égalité, et voici le résultat. Remarquons que si on avait échangé dans le raisonnement B et B', on aurait obtenu que X indice B' est égal à MBB', X indice B. On peut en conclure que M indice BB', c'est l'inverse de MB', B. Mais dans mon problème, ce que je connais, ce sont les coordonnées des vecteurs de B' dans la base B, c'est-à-dire MBB'. Donc la solution de mon problème implique bien une inversion de matrice. Et ça a tendance à faire chauffer les microprocesseurs. En maths, il faut toujours donner des exemples. Certains collègues ont malheureusement tendance à l'oublier. En voici un. D'exemple, pas de collègue. Pour la formule du changement de base, on considère la base canonique de R2, c'est B, et la base obtenue en faisant tourner ces vecteurs d'un angle θ. On obtient une base B'. Les coordonnées de E'1 sont cosinus θ, sinus θ, bien sûr, et ceux de E'2 sont cosinus θ plus pi sur 2, sinus θ plus pi sur 2, c'est-à-dire sinus θ, cosinus θ. MBB' est donc cette matrice très simple que l'on peut inverser en 2 coups de cuillère à peau par la formule que nous connaissons bien, ou que nous devrions bien connaître en tout cas, et on obtient finalement les coordonnées dans la base B' en fonction des coordonnées dans la base B comme voulu. Un autre exemple. Dans l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égaux à 2, inférieur ou égal à 2, cette fois, qui est de dimension 3, si alpha est un nombre réel quelconque, en plus de la base canonique que j'ai écrite ici, on a la base canonique centrée en alpha, en quelque sorte. La matrice
MBB' se calcule facilement. La dernière colonne, ce sont les coordonnées de 1, qui est le même dans les deux bases. X moins alpha a pour coordonnées dans la base initiale 1 et moins alpha, et en développant le polynôme x moins alpha au carré, on obtient ces coordonnées dans la base usuelle. Cette matrice s'inverse facilement, par exemple avec la formule des cofacteurs, une fois n'est pas coutume. Et si on la multiplie par un vecteur colonne arbitraire, on obtient une autre colonne que j'ai écrite ici. Alors, ce que ça signifie, ce produit de matrice, c'est que le polynôme ax2 plus bx plus c, eh bien, c'est égal à ax moins alpha carré plus 2a alpha plus b x moins alpha plus alpha carré plus b alpha plus c. En fait, on reconnaît bien ces coefficients. On a p de alpha, la dérivée de p en alpha et la dérivée seconde de p en alpha. Et ce qu'on a écrit, c'est tout simplement la formule de Taylor à l'ordre 2 de p en alpha, qui pour un polynôme de degré 2 est une égalité. Beautiful, isn't it? Passons maintenant à des choses plus cruciales, et je pèse mes mots, du point de vue des applications. Supposons qu'on ait un système récurrent, donc c'est une généralisation d'une formule de récurrence. Il y a maintenant deux suites, mais on pourrait aussi imaginer un système avec un million de suites, disons. On peut l'écrire sous forme matricielle. UNVN sont alors vues comme les coordonnées d'un vecteur dans la base canonique de R2. Et l'idée, pour résoudre un tel système récurrent, sera de trouver une autre base dans laquelle la relation de récurrence s'écrira à l'aide d'une matrice plus simple. En pratique, diagonale si on a de la chance, ou au moins triangulaire, et ça on peut toujours le faire. L'idée est plus généralement de trouver une base adaptée au problème. Alors, ici, la nouvelle base peut n'avoir aucun rapport avec le problème, surtout si on obtient à la fin une matrice triangulaire, mais peut quand même être utile pour le résoudre numériquement ou autre. Un autre exemple du même principe en traitement d'image. Alors, une image peut être vue comme un vecteur, donc chaque coefficient donne le niveau de gris, c'est une image en gris, d'un pixel de l'image. Il y a donc autant de composantes que de pixels. À une image correspond donc un vecteur de R puissance n est le nombre de pixels, et donc n peut être très très grand. Alors, il y a une base particulière intéressante qui s'appelle la base de R. On peut dessiner ces vecteurs, puisqu'à un vecteur correspond une image, et ces vecteurs correspondent à des damiers de plus en plus fins, et ça marche d'autant mieux que le nombre de pixels est de la forme n au carré, où n est une puissance de 2. Où est l'intérêt de cette base de R? Eh bien, par exemple, prenez cette photo de ma prof de maths de collège. C'est une image de 65 000 pixels environ. Et si on ne garde que 3500 coefficients de cette image dans la base de R. Sur les 65 000 coefficients de la décomposition dans cette base, on n'en a gardé finalement que 5%. Et donc, 5% des coefficients suffisent à donner une représentation assez fidèle de cette image. Ce qui est amusant, c'est qu'on peut faire mieux en choisissant des vecteurs de la base au hasard. Et c'est quelque chose d'assez fréquent en mathématiques. Il y a un hic, c'est que pour pouvoir passer d'une base à l'autre, il faut inverser une matrice, et puis il y a beaucoup de pixels, donc il faut que ça aille vite, par exemple pour décoder les images d'un film, et donc il faut que MBB' soit pas trop méchante. Et on reparlera de cette question.